Bonsoir. Pour cette 12e édition de Ludovia, nous allons aborder avec vous et avec nos invités les 10 questions qui concernent notre thème de cette année, détournement, appropriation. Et pour commencer, tout de une référence. Evgeny Morozov vient d'écrire un livre, ou plutôt vient de publier un livre en français, L'aberration du solutionnisme technologique. Le titre est le suivant, pour tout résoudre, cliquez ici. Ce soir, nous ne résoudrons rien, nous allons simplement essayer de ce qui est en train de se passer. Une deuxième référence, si vous le voulez bien. Depuis une trentaine d'années, la valeur pédagogique du numérique est l'objet de beaucoup d'espoir, de spéculation. Ces espoirs sont la plupart du temps fondés sur de très bonnes raisons par des personnes compétentes qui parlent en toute bonne foi. Pourtant, quand nous lisons la littérature scientifique sur ce sujet, quand nous lisons d'expérience, quand nous observons ce qui se passe ou ne se passe pas dans les nous constatons une réalité bien plus nuancée que notre imagination. Je cite Franck Amadieu et André Tricot dans leur ouvrage « Apprendre avec le numérique ». Mesdames, Messieurs, nous allons accueillir maintenant nos invités et je vais inviter en premier donc Maëlle Mingui, qui est étudiante, à venir nous rejoindre sur la scène et à prendre place. Alors, est-ce que tu veux bien prendre un micro, s'il te plaît, Maëlle, et te présenter rapidement quel type d'études tu fais et à quel endroit tu enseignes. Tu vas l'apprendre, pardon. Bonjour. Alors du coup, je suis étudiante en 3e année de licence de langue des signes et sciences du langage à Poitiers. Et du coup, en fait, je connais pas du tout le numérique. Enfin, c'est pas mes études, mais du coup, je me suis retrouvée ici parce que je suis assez investie dans la vie de l'université, au conseil d'administration, tout ça. Et du coup, c'est à ce titre-là qu'on m'a invitée ici. Et je travaille aussi au Conseil économique, social et environnemental régional. Et du coup, dans ce cadre-là, je travaille pas mal sur l'éducation et sur l'enseignement supérieur. Voilà. Merci beaucoup. Et je vais inviter maintenant Vanessa Lalo et lui demander de bien vouloir se présenter. Vanessa, sois la bienvenue. Bonsoir. Présente-toi, si tu veux bien. Donc, je suis Vanessa Lalo, psychologue clinicienne spécialisée dans les jeux vidéo et les usages numériques, leurs impacts et tout plein d'autres choses. Merci beaucoup. Je vais inviter ton voisin de siège à venir sur la scène, André Tricot, si tu veux bien rejoindre la scène, André. Voilà, si tu veux bien te présenter pour nous tous. Je m'appelle André Tricot, je suis formateur à Toulouse, à l'ESP, donc je forme des enseignants et je fais aussi un petit peu de recherche, notamment sur le numérique pour l'apprentissage. Merci beaucoup André. Et nous accueillons dernière Mathias Murbach. Mathias, si tu veux bien te présenter brièvement. Bonsoir à tous, je m'appelle Mathias Murbach, je suis magistrat et chargé d'enseignement à l'Université Lyon 3. Merci beaucoup. Je suis ça de loin.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de m'accueillir. Il y en a marre de laisser ces machines faire. Bon, Bettier, là, ça suffit maintenant votre histoire. Est-ce que vous voulez bien aller vous ranger dans le coin? Allez au coin. Allez, allez. Regardez, il sourit en plus. Vous voyez, c'est bien ça. Bon. Et puis il se dépêche pas en plus, hein. Je peux vous dire, on a le temps d'attendre ce soir. Bien. Veuillez nous excuser d'avoir traîné un tout petit peu dans ce démarrage et nous voici engagés dans notre soirée. Et nous allons la commencer par une présentation que nous avons demandée à Mathias Murbach. Il va vous expliquer pourquoi nous le lui avons demandé. Mathias, nous te laissons la parole et on va avoir l'affichage en même temps sur l'écran, si vous voulez bien. Alors, je viens ici, c'est la première fois que j'interviens à Ludovia. Je suis a priori qu'accessoirement basé dans l'enseignement. Mon premier métier a été d'être policier pendant une dizaine d'années. En même temps, j'ai fait un doctorat de droit et je suis devenu magistrat. Et je fais quelques enseignements à l'université avec constamment le dialogue entre la pratique et la théorie. La pratique au quotidien en tant que policier ou en tant que magistrat, et puis les enseignements théoriques, ce qui me permet de prendre un peu de recul sur ce que je fais et de faire des enseignements. Je viens vous présenter un cours que j'ai fait cette année dans un département de l'université de droit qu'on appelle l'école de droit. C'est une création assez récente dans plusieurs universités. L'école de droit devait être une filière un petit peu élitiste où on allait sélectionner les étudiants et leur donner des clés en plus qu'on n'a pas forcément au sein de l'université. Au sein de l'école de droit, on a un diplôme universitaire qui est destiné à des étudiants qui ont déjà un bac+5. Donc diplôme universitaire ne veut pas dire diplôme d'État, c'est un diplôme assez personnel que les étudiants vont venir chercher parce qu'ils pensent acquérir des compétences qu'ils n'ont pas a priori avec leur formation et malgré leur bac+5. Le rôle de ce diplôme, c'est de leur donner une vision pratique du monde du travail à l'université, particulièrement en fac de droit. On a un enseignement très théorique et il y a parfois un décalage entre ce qu'on apprend à la fac et les besoins professionnels. Et donc mon cours qui était fait sur le sein de cette plateforme était pour leur montrer la pratique de la procédure pénale, de l'enquête jusqu'au procès. Alors, je vous explique un petit peu le concept du cours. Il s'agit d'un cours entièrement dématérialisé, où donc on ne rencontre jamais les étudiants. Certains étudiants sont à l'autre bout de la France, certains sont au Canada. Et donc, on alterne des moments où ils travaillent de manière asynchrone avec des séances synchronisées. Alors, on a utilisé pour ce cours une série à la mode, que vous avez, je pense, enfin, pour certains, connue, qui s'appelle Game of Thrones. Alors, Game of Thrones, c'est... Je ne sais pas si on a le son. On devrait avoir le son. Bon, Game of Thrones, c'est un générique assez particulier, mais que nous n'entendons pas. Ah, nous ne voyons même plus rien pour l'instant, donc c'est encore mieux. Vous avez tout perdu. Alors, nous n'avons ni image ni son, mais ça ne va pas durer, car nos amis techniciens sont déjà en train de s'en occuper. On va récupérer l'image. Donc, le cours se fait sur un support Moodle. Voilà. Un support Moodle, les étudiants peuvent se connecter quand ils veulent, et c'est un système de cours où l'étudiant va préparer son cours, il a accès à des ressources documentaires, il va aller par séance, sur chaque séance il y a un petit topo théorique, il y a une boîte à outils, les documents à télécharger, et l'étudiant va aller chercher ses supports de cours pour préparer la séance. Donc il a un cours sur comment démarre une enquête de police, comment on fait un procès verbal, et puis des exemples. Ça, c'est tout ce qui se fait à son rythme, selon son agenda, selon son décalage horaire. Et puis on a, une fois tous les 15 jours, une séance de 2 heures, où là, on est synchronisé. Cette séance de 2 heures se fait avec une classe virtuelle, donc il en existe plusieurs. Et au cours de la classe virtuelle, on va les faire travailler avec des simulations en leur projetant des vidéos. Et c'est à partir de ces vidéos qu'ils vont eux-mêmes être acteurs de leur cours. Alors là, j'espère qu'on va avoir le son. C'est le miracle de la technologie. Oui. Ah. Et voilà. Alors, vous voyez, il faut arriver à détourner ce coup-ci.
l'incident arrive et arriver à trouver une solution. Donc on va laisser le temps que ça se mette en route. Voilà. On va savoir, c'est bientôt la clé du succès. Voilà ce que c'est que de répéter trop longtemps. Enfin, de répéter, ça fatigue. Vous voyez ? C'est ce qui nous montre aussi toute la difficulté de l'enseignement à distance, que certains vont voir comme une solution, comme un moyen de faire beaucoup d'économies parce que c'est quelque chose de nouveau. L'enseignement à distance, il faut que ça marche. Et pour que ça marche, il faut avoir des moyens, et ça prend beaucoup plus de temps. Pour faire un cours à distance, il faut nécessairement avoir 2 intervenants. En même temps, il faut avoir 2 professeurs, alors que dans un enseignement en présentiel, il faut en avoir qu'un seul, parce qu'il en faut un qui fasse son cours et l'autre qui gère les petits bugs techniques comme nous sommes en train d'en avoir. Alors, ce qui est génial, c'est que, bien évidemment, on a fait plein de répétitions, que ça marchait pendant toutes les répétitions. Et donc, nous voilà contre un maintenant. Et là. Bon, ces petits extraits de vidéo, c'était des extraits de la série Game of Thrones qui permettaient de voir comment, à partir d'images de série, comment à partir d'un fait brut, un étudiant va pouvoir rentrer dans une démarche juridique qui consiste à qualifier des faits. J'assiste à une scène où j'ai un enfant qui tombe d'une tour, et comment je vais transformer cette séance en un instrument professionnel avec une analyse, une plus-value juridique, déterminer ce que je vais qualifier, cet accident, quel cadre d'enquête cela ouvre, quelles sont les conditions de travail, comment je vais gérer cette scène. Alors, on va essayer avec un autre instrument. On va au moins voir le film. Ça y est, on a le son. Ah. Jusqu'à présent, ça ne pose pas de problème pour l'instant. C'est là que ça devient intéressant. Qu'on ait le son, qu'on n'ait pas le son, ce qui est intéressant de comprendre, c'est comment on va utiliser des morceaux de séries télévisées pour essayer de construire une procédure comme un enquêteur le ferait sur le terrain, c'est-à-dire qu'il y a une scène à laquelle il a assisté, il y a une scène qui lui est racontée par des témoins, et ça, il va le transcrire dans un procès verbal, il va construire toute une procédure, tout ça pour aller jusqu'au bout, qui est le procès pénal. Ce cours a eu comme aboutissement la réalisation d'un procès qui a été fait là aussi sous un outil totalement dématérialisé qui est Assemble Live, où on a recréé une salle de tribunal et les étudiants ont pu prendre les rôles qui leur avaient été donnés d'avocats, de magistrats, de procureurs, pour pouvoir jouer le procès à partir de la procédure qu'ils avaient construite eux-mêmes par rapport à ces petites scènes dont vous n'avez pas eu le son. Il faut parfois un peu de temps. Et voilà, ça va venir. C'est magique. C'est extraordinaire. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont peur des nouvelles technologies, du e-learning, et qui ont essayé de parasiter le système. Il y a des mauvaises ondes dans la salle. Ouais. On va regarder qui émet des mauvaises ondes ici. On va peut-être en punir quelques-uns, on ne sait jamais. Quels sont ceux qui ont déjà téléphoné 3 fois depuis le début de la séance? Quels sont ceux qui se sont dit « Oh, je vais regarder mes mails pendant ce temps-là » Hein? Rassurez-vous, nous avons un logiciel qui repère tous ceux qui font ça pendant l'heure. Et vous verrez à la sortie, on va afficher tout ce que vous avez écrit pendant ce temps-là. Voilà. Donc là, le son n'a... C'est ce qu'on appelle une accumulation de problèmes. Je vais passer dans les rangs parmi vous, en vue de faire une enquête. Voilà, vas-y. Le cours finit par la dernière séance où on refait et les étudiants vont faire un procès. Donc on a créé une salle de procès, une salle d'audience, et ils vont pouvoir rentrer dans une démarche de simulation qu'on ne pourrait pas faire en présentiel parce qu'on n'aurait pas des locaux adéquats, où chacun va pouvoir jouer son rôle
et nous avons le procureur qui va faire ses réquisitions, les avocats qui vont faire les plaidoiries de la défense, et puis les étudiants qui ont un rôle plus passif parce qu'ils étaient policiers dans les séances précédentes vont participer au délibéré pour déterminer quelle était la peine qui était adaptée. Voilà, je vous ai présenté en quelques minutes cet exemple de cours pour vous montrer ce qu'on pouvait faire en partant d'une série télévisée qui était assez vue par les étudiants, aller les chercher sur leur terrain de loisirs pour les emmener sur mon terrain d'enseignement et essayer de capter leur attention. Pourquoi capter leur attention et susciter leur curiosité? Parce que comme on l'a vu, ça ne marche pas toujours. Et comme ça ne marche pas toujours, comme on est sur une démarche de diplôme universitaire où les gens font ça, les étudiants font ça en plus de leur charge de travail classique, il faut qu'il y ait un intérêt pour arriver à les garder avec nous, alors que c'est une charge de travail supplémentaire, et puis alors qu'il y a quelques bugs techniques, comme on en rencontre ce soir. Voilà, j'ai fini de vous présenter mon cours, et puis on va pouvoir aborder les autres thèmes. Merci beaucoup, Mathias. Merci. Alors évidemment, on est désolé de ces problèmes techniques qui se sont produits, mais nous avons eu l'occasion cet après-midi déjà de regarder alors les vidéos avec le son. Nous, au moins, on a eu la chance, mais on fera une séance de rattrapage pour ceux qui veulent demain soir. On va demander à Maëlle, en tant qu'étudiante, elle, si on lui propose ça, elle nous dit quoi? Je trouve ça assez exceptionnel dans le sens où c'est quelque chose qui est, enfin, c'est très attractif et du coup, moi la première, aller en cours, c'est pas toujours facile parce que les cours sont pas toujours très, on n'a pas toujours envie d'écouter quoi, et du coup c'est vrai que ça donne vraiment envie du coup d'y aller, et comme vous nous disiez un peu tout à l'heure, a priori les étudiants sont vraiment contents de ce truc-là et y retournent, et du coup ça m'étonne pas du tout. Après, du coup, peut-être si on peut discuter, moi ce qui me questionnait plus, c'était, vous nous avez pas parlé de la formation qu'il y avait avant. Du coup, il y a quand même beaucoup de matériel, et notamment le logiciel utilisé et tout ça. Et du coup, je me demandais, vu que les étudiants sont déjà, c'est déjà une élite étudiante qui est prérequise avant. Du coup, est-ce qu'il y a une formation là-dessus? Enfin, c'est plus le côté enseignement du coup à distance avec des matériels compliqués, qui me questionnent. Voilà. Alors en effet, moi j'interviens en tant qu'enseignant en droit et spécialisé de la matière, et puis j'ai toute une aide apportée par l'université. J'ai Jean-Paul Moirot qui est présent ce soir, qui lui est là pour former les étudiants avant les cours, leur expliquer comment fonctionne un Moodle, comment on va voir les vidéos, comment on récupère les différents supports, et puis qui leur donne surtout un cadre, une sorte de charte de bonne conduite. Si on a un cours synchronisé, alors en plus les cours synchronisés se font en dehors de l'emploi du temps de tous, donc c'est le soir entre 20h et 22h ou 21h et 23h, c'est-à-dire que l'étudiant doit être motivé, un peu comme vous ce soir, pour être à ces horaires un peu tardifs. Donc il faut que les gens soient ponctuels, parce que si jamais on commence à attendre pendant un quart d'heure, 20 minutes et qu'on démarre une demi-heure après, c'est pas possible. Donc tout ça, toute cette assistance technique et cette formation pour, en gros, comment vivre ensemble l'apprentissage numérique, ça c'est l'université qui l'assure, et c'est Jean-Paul Moirot qui s'en occupe. Alors pour compléter, et pour ceux qui ne sont pas là ce soir, et pour ceux qui auraient envie de le revoir, sachez que c'est enregistré ce soir, et que nous pourrons ensuite le revoir notre soirée, et donc profiter, comme les étudiants le font, de pouvoir voir en replay le moment que nous passons ensemble. Alors, je vais demander à Vanessa, de son point de vue en tant que psychologue clinicienne et spécialiste du numérique, quand elle voit ça, elle se dit qu'est-ce que ça change, quel effet ça produit pour vous? Alors moi, je me dis super, parce que ça intègre les codes finalement des jeunes. Ça fait partie de la culture commune. Aujourd'hui, Game of Thrones, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on regarde ou qu'on ne regarde pas, ça fait quand même partie des choses dont on parle à la récré en tant que jeune et en tant que moins jeune. Donc je trouve que c'est intéressant de s'appuyer sur, en tout cas, une culture commune, en fait. C'est ça, la culture geek. C'est comme ça qu'on peut aussi avoir des leviers, lever des freins, en utilisant, en exploitant des codes qui sont usuels, en fait, chez les jeunes. Après Game of Thrones ou autre chose, ça pourrait être sur Breaking Bad et la législation liée à la drogue. Enfin bon, toutes les séries aussi qui sont très à la mode, qui interpellent, qui sont un petit peu trash aussi, comme on pourrait enfin, voilà, c'est quand même très violent comme type de série. C'est pas forcément ce qu'on a envie que nos enfants regardent non plus, d'ailleurs en tant que tel. Mais donc c'est d'autant plus intéressant d'utiliser un matériel comme ça, de pouvoir peut-être le décrypter, d'aller plus loin aussi, de voir quels sont les enjeux, l'amont, l'aval. Enfin, je trouve que c'est très intéressant comme démarche, en tout cas, de s'appuyer sur ce qui est de l'ordre de la culture de la jeunesse. Alors on va demander à André, qui est un pourfendeur des idées reçues sur le numérique,
mais pas seulement, aussi un grand spécialiste de toutes ces questions-là aussi. Un peu en tant que spécialiste de ces questions-là, mais aussi en même temps qu'enseignant à l'université, comment tu vois les choses, toi? Là, je regrette vraiment que la présentation n'ait pas pu se dérouler parce que, en assistant tout à l'heure à la présentation qui a marché, ce que vous avez vu, vous, c'est en gros l'utilisation d'une vidéo ou d'un film comme prétexte pour attirer les étudiants. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Ce qu'il a réussi à faire, c'est bien entendu un prétexte qui utilise des codes, donc une culture commune, etc. Mais en fait, ce qu'il enseigne, le contenu de ce qu'il enseigne, c'est une procédure. Et ce qu'il a réussi à faire, c'est utiliser Game of Thrones sur la totalité de la procédure. C'est-à-dire qu'il y a une correspondance parfaite, du début jusqu'à la fin, entre le support prétexte qu'il a utilisé et le contenu de ce qu'il enseigne. Et on a discuté tout à l'heure, et je pense que ça marche parce que ce qu'il enseigne, c'est aussi un domaine qui est bien défini. C'est-à-dire que la procédure que vous enseignez là, elle ne subit pas 50 000 variations possibles. Il y a une procédure qui passe par un certain nombre d'étapes, et j'imagine que la même chose serait peut-être plus difficile à réaliser, tout simplement, dans des domaines moins bien définis, où il y a des bifurcations à plein endroit. Donc vraiment, c'est dommage, parce que voilà, ce qu'il a fait, c'est beaucoup plus que ce qu'il a pu montrer. Oui, tout à fait. C'est très important de dire qu'effectivement, il y a une cohérence très forte entre le choix des séquences, le contenu des séquences et le projet de formation. Parce que sinon, si le numérique, c'est juste ce qu'on appelle dans l'enseignement la situation d'entrée, ça va, quoi. Ça coûte cher, quoi. C'est l'investissement. Mais voilà, là, je trouve que c'est beaucoup plus qu'une situation d'entrée qui est proposée. Tu as dit un mot qui fâche, tu l'avais évoqué tout à l'heure, ça coûte cher. En termes de résultats pour les étudiants, en termes d'efficacité, quels sont les retours que tu as eu toi avec les étudiants? Alors les retours, dans ce diplôme universitaire, tous les enseignements se font à distance, alors soit sur cette formule-là, donc avec du détournement, sur quelque chose de plus classique, où l'enseignant convoque ses étudiants sur un créneau fixe et leur explique une procédure, faire un cours en présentiel à distance. Alors, ce qu'on remarque, vu que c'est un diplôme quelque part qui est librement choisi par l'étudiant, c'est que si on veut faire du présentiel à distance, ça ne marche pas. L'étudiant se lasse, parce que faire du présentiel à distance, c'est des contraintes en plus. C'est toute une communication qui est tronquée. On ne voit pas ses étudiants quand on fait son cours. Donc on ne sait pas si l'étudiant suit pas. L'étudiant risque de décrocher, parce que justement, il y a des soucis techniques, il va commencer à faire autre chose. Donc le fait d'aller le chercher, de prendre toutes ces précautions, pour un petit peu aller draguer l'étudiant, lui donner envie, c'est ce qui nous permet de les garder le plus longtemps possible, les emmener jusqu'au bout du cours, et pour qu'ils aient réellement appris quelque chose. Si c'est pour qu'ils fassent la première séance et qu'ils disent « je laisse tomber, c'est pas intéressant, j'y comprends rien », ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc oui, on arrive, en ayant pris ces précautions, avec ce cours, on a réussi à maintenir un maximum d'étudiants jusqu'au bout de la procédure, parce qu'ils étaient intéressés et que c'était quelque chose sous forme de travail supplémentaire. On a réussi à les faire beaucoup travailler par eux-mêmes, parce que comme ça les intéressait, ils étaient prêts à rédiger des actes de procédure, à préparer des plaidoiries. Quand on prépare une plaidoirie d'un quart d'heure ou 20 minutes, ce sont des heures et des heures de travail pour quelqu'un qui ne sait pas faire. Et on a eu un travail sur la partie procès, qui est la dernière séance, d'extrêmement bonne qualité. Moi, j'ai vu l'étudiant qui faisait le rôle du procureur, qui a fait des réquisitions qui pouvaient être dignes d'un magistrat. Donc ça, c'était extrêmement intéressant. Alors, une question complémentaire. Tu n'es pas un enseignant professionnel au sens où ce n'est pas ton métier principal. Et cependant, tu t'es investi dans ce type d'innovation, ou disons de novation pédagogique. Ça te vient d'où? Est-ce que tu penses que c'est transférable à d'autres? Alors ça vient d'où? Moi, j'ai jamais quitté l'université. Je pense que je suis un grand enfant. J'ai continué jusqu'au doctorat, et après le doctorat, j'ai enseigné, comme c'est souvent le cas pour les docteurs. L'idée de ce cours numérique, c'était, il recherchait pour le diplôme universitaire
une formation un peu professionnalisante. Donc il était logique d'aller demander à des universitaires qui sont aussi des professionnels d'intervenir et de faire des cours un peu professionnalisants. Et après, l'idée de Game of Thrones, elle est venue d'un pari de prendre quelque chose qui plaisait aux étudiants et qui, a priori, n'avait aucun lien avec un cours basé sur une enquête. J'aurais pu aller chercher une série comme Breaking Bad, comme Engrenage, c'était assez évident. Ce faisant, je risquais d'avoir des étudiants qui étaient un peu prisonniers du scénario, parce qu'ils avaient vu la série, parce qu'ils savaient comment ça se passait, ça leur aurait un petit peu aiguillé dans leur enquête. Là, on part sur du médiéval, heroic fantasy. Il y a une enquête de fond qu'on a construite en découpant des morceaux de la série, mais vu que ce n'était pas le but, et vu que ce n'était pas la raison d'être à la base de la série, c'était beaucoup plus facile de les amener sur mon terrain d'enseignement. Et puis, ça permettait aussi de faire passer un message qui est que l'enquête de police, la construction d'une procédure, c'est quelque chose d'assez intuitif, d'assez logique. Et c'est pour ça que dans une série qui n'est pas une série policière, le déroulement des faits reprend un déroulement chronologique d'une enquête. André, est-ce que dans le corps enseignant, dans l'enseignement supérieur, ce genre de proposition, ça peut être facilement reçu ou pas? Oui, moi je pense à partir du moment où... je pense profondément que le métier d'enseignant, c'est un métier de l'ingénierie, un métier de la conception. C'est un métier où chacun de nous conçoit une progression, des objectifs, des supports, etc. Je pense qu'à partir du moment où on respecte ça, c'est-à-dire que chaque enseignant conçoit ce qu'il a à concevoir, alors on voit des choses merveilleuses partout et on voit des choses absolument inintéressantes partout. C'est parce que c'est chacun est vraiment l'auteur, le concepteur. Et donc, des choses comme ça, des choses plus intéressantes que ça, on en a vu. Des choses beaucoup moins intéressantes que ça, on en a vu aussi. Mais ce qui me semble là intéressant dans ce cas, c'est que c'est bien un scénario pédagogique complet qu'il a conçu, qui a sa logique, qui utilise un support autre. Et ce que je crois qui est très intéressant dans ce cas, comme dans tous les bons cas, c'est qu'il n'est absolument pas transférable. C'est lui qui l'a conçu, pour lui, et c'est sa logique à lui qui a fait. Après, un autre enseignant qui enseigne la même discipline aux mêmes étudiants, il trouvera une autre solution à son problème, qui est de concevoir un cours original qui lui appartient et qui va bien avec ses étudiants. Alors, Vanessa Lalo, tu interviens assez régulièrement en formation d'enseignants, du secondaire, peut-être aussi du supérieur parfois, formateur. Est-ce que ce que vient de dire André fait écho, ou est-ce que... Alors, il a dit il y a des gens qui font des choses comme ça, puis il y a des gens qui font des choses un peu plus traditionnelles, un peu plus tristes, un peu... Comment tu vois les choses, dans ton expérience? Moi, j'ai du mal à globaliser les choses, en fait, quand on me pose des questions sur qu'est-ce qui est bien à faire à l'école ou en tant que parent ou avec le numérique. Parce qu'effectivement, c'est toujours du cas par cas. On est toujours subjectif face à un objet, à un outil avec lequel on a une relation plus ou moins angoissante, fascinante ou passionnée ou passionnelle. C'est compliqué, effectivement, d'être transféré une expérience sur l'expérience de quelqu'un d'autre, de mettre en place la même pédagogie alors qu'on n'y a pas mis les mêmes choses au départ. Je crois que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir s'approprier un petit peu les démarches de chacun, regarder qui fait quoi, comme des expériences suggestives, en fait, et de pouvoir s'appuyer dessus pour relancer sa propre créativité, sa propre innovation et proposer sa propre pédagogie, parce qu'effectivement, ça vient toujours d'un mouvement de soi. La transmission, c'est soi-même qui transmettons quand même quelque chose à l'autre, et je trouve ça compliqué souvent d'exploiter un même modèle, parce que ça ne se passera jamais de la même manière, et même la même classe à une semaine près va être totalement différente. Si on a si on est sur plusieurs classes, on ne va pas avoir les mêmes résultats non plus selon le lundi, le mardi, 8h le matin ou 16h le soir. Donc c'est toujours de l'adaptation aussi à son propre modèle. Voilà. Le transfert, c'est compliqué. Tu voulais réagir? Je voulais rajouter, voilà, ce qui est transférable, c'est que ce que nous on a vu, c'est qu'il y a une grande cohérence entre ses objectifs, sa progression et ses supports. Voilà. Quand les trois sont cohérents, tout va bien. Oui, alors il y a ça. Et puis, ce qui peut être transférable d'une autre façon, c'est aussi peut-être l'envie de faire. Ce que tu dis, Vanessa, c'est qu'il faut aussi que les enseignants aient envie de faire, et qu'à la limite, ils ne font pas comme,
mais ils peuvent s'inspirer au moins de l'envie de faire qu'a présenté Mathias, pour eux-mêmes se mettre dans l'envie de faire, pas forcément la même chose, mais d'autres choses, c'est ça? Oui, exactement. C'est-à-dire que moi, ce que je vois souvent, c'est des professeurs qui ont envie de faire des choses, mais qui ne savent pas comment faire, ou qui sont un petit peu perdus, et qui se disent, bon, bah, moi, je voudrais bien, mais qu'est-ce que vous me proposez? Puis on va leur proposer des choses, et puis ils vont être d'accord avec rien, en fait, parce que rien leur convient pour différentes raisons, et ils vont s'appuyer sur tous ces modèles-là et construire le leur. Et c'est là que ça devient intéressant, puisqu'en fait, on a de la suggestion, et chacun s'approprie ces modèles-là, les digère, et on refait quelque chose. Et pour moi, c'est ça la transmission et la pédagogie. Finalement, c'est digérer un message pour le retransmettre, peut-être avec d'autres mots, avec une autre méthode, une autre expérience. Alors Maëlle, toi, tu es en licence. Tu viens donc de passer 3 années, 2 années à l'université en L1, L2. Et puis là, on nous a présenté un modèle qui se fait dans un enseignement à distance, avec des gens de master, qui sont de niveau master, et qui sont très motivés. Quand tu regardes un peu tes collègues de l'université, est-ce que tu penses que, d'abord, est-ce que les modèles que tu as vus, toi, dans ta pratique, ça te semble très très éloigné de ça? Et puis, les étudiants, ils reçoivent ça comment? Et c'est très 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 éloigné de ce que moi je peux vivre en licence. Enfin, nous, dans mes cours, le numérique est vraiment pas du tout présent. En fait, on a vraiment que des PowerPoint dans tous les cours. On a un PowerPoint en fond d'écran, quoi. Et après, on a un très gros lien avec Facebook, en fait. Tous les profs, maintenant, ne passent que par Facebook pour les informations, et même le NT du coup de l'université est plus du tout, enfin, du moins dans ma licence, n'est pas du tout utilisé par les professeurs, et ils utilisent vraiment que Facebook. Mais et du coup, c'est ce genre de choses du coup, qui détourne en fait le matériel qu'on a mis à disposition à l'université. Enfin, moi et mes copains aussi, c'est quelque chose qu'on reçoit pas positivement en fin de compte, parce que du coup, ça nous rend dépendants en fait du fait, par exemple, dans ce cas-là, d'aller sur Facebook, et tous les matins, on est obligé d'aller sur Facebook, en plus d'aller voir nos mails et tout ça avant d'aller en cours. Mais c'est parce qu'on n'est pas habitué à ça en fait encore, et qu'on fait. Je pense que même ma génération, si je suis jeune, on fait pas encore partie des gens qui ont été élevés avec le numérique depuis tout petit. Et du coup, moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment particulier, et c'est pour ça que ce genre de cours, par exemple, je pense que c'est quand même, c'est hyper, là pour le coup c'est ludique, et du coup c'est agréable à recevoir, mais c'est quelque chose qui est pas encore ancré, en tout cas dans le cadre de ma licence, quoi. Voilà. Alors André, Vanessa, tu voulais intervenir, excuse-moi. Oui, je voulais juste, quelque chose qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est tout à l'heure tu parlais de la plateforme en fait qui a été présentée en demandant s'il fallait pas une formation en fait en tant qu'élève, si j'ai bien compris. Et là, c'est un peu la même chose, en fait. Le professeur nous oblige à aller sur Facebook en utilisant encore une nouvelle plateforme. Et finalement, on a tendance à poser la question toujours du côté du professeur, que c'est chronophage, de la formation, les outils, comment on s'en sert. Et finalement, ce que tu poses comme question, c'est oui, mais le jeune aussi, il a une multiplicité de supports, de plateformes. Et comment on fait pour s'en sortir avec toutes les notifications, peut-être au bout d'un moment, comment peut-être on va devoir prioriser tout ça. Ça pose une vraie question. Je ne m'étais pas posé cette question d'être obligé de se lever et d'aller sur Facebook pour les cours. Mais du coup, pour moi, ça pose aussi la question de la place, du rôle de l'université dans ce cadre-là. On en parlait avec du coup Jean-François Cerisier, qui est à l'université de Poitiers avec moi, et du coup, du fait que l'environnement numérique de travail de l'université, qui est censé être un cadre avec lequel du coup on partage des documents, on travaille et tout ça, qui est pas utilisé, et du coup on se questionne un peu sur comment maintenant on fait aussi pour arriver à utiliser les outils qu'on a déjà mis à disposition, pour pas avoir à utiliser nos propres outils auxquels on n'a pas de formation en fin de compte, quoi. À Toulouse, ça se passe comment? Au moins dans ton département. À Toulouse, voilà, il y a 3 à Toulouse, à l'ESP, où tu travailles. Voilà, il y a 105 000 étudiants. Voilà. Non, à l'ESP, je pense qu'on a le NT, on a été un des premiers à créer le NT. Il y a tellement longtemps que je serais incapable de le dater. Après, moi, j'ai une idole qui s'appelle Don Norman. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un ergonome. C'est un des mecs qui a aidé Apple à inventer le Macintosh. Et c'est
un ergonome des objets de la vie quotidienne, quoi. Et il dit, vous savez, la plus grande horreur que j'ai vue, c'est un jour, je suis monté dans un avion, alors j'imagine que c'est pas si c'était un Airbus ou un Boeing, l'avion était tellement sophistiqué qu'il y avait un mode d'emploi pour utiliser le siège. Et donc il dit, si pour poser vos fesses quelque part, il faut commencer à avoir un mode d'emploi, c'est que les choses ne vont pas. Et je crois, moi, ce qui me chagrine avec le NT, ou ce qui me chagrine avec les questions qu'on est en train de se poser, c'est que, me semble-t-il, on ne devrait pas avoir à se poser les questions. Je crois qu'on n'a pas à devoir être formé pour utiliser les outils qui vont nous permettre d'être formés. C'est un surcoût qui me semble absolument non pertinent. On n'a pas à se former à utiliser les outils qui vont nous permettre de notre vie quotidienne. Et là, je parle comme usager. Hein. Je parle comme usager, je ne parle pas comme concepteur. Hein. C'est-à-dire après, comme concepteur, je trouve tout à fait normal que comme enseignant, j'ai besoin d'une formation pour être un bon utilisateur d'un tableau numérique, par exemple. Mais là, je parle comme usager. Et c'est vrai que je crois que le gros boulot des concepteurs, c'est d'abord de concevoir la simplicité. Et concevoir des choses simples, intuitives, tu as utilisé le mot tout à l'heure, hein, qui est de dire finalement, ce que tu recherches, c'est de faire prendre conscience à tes étudiants que leur intuition est un bon guide. Moi, je reprendrais vraiment cette métaphore pour parler des outils. Et je crois qu'il faut... Notre idéal à tous devrait être de concevoir des outils pour lesquels on n'a pas besoin d'être formé. Alors, je vais pousser un peu le bouchon un peu plus loin, parce que tu as sauvé vraiment par les cheveux tout un pan de ce qui se dit à chaque fois qu'on fait des plans numériques, c'est la formation. Tu as dit, il faut quand même former un peu les profs. Oui. Mais si les outils étaient bien faits, on n'aurait pas besoin non plus de former les profs. Ouais. Mais c'est parce que, si je prends j'ai pris l'exemple des tableaux numériques, parce que c'est vraiment un domaine dans lequel la littérature internationale est vraiment très très claire. C'est partout où il y a des formations sérieuses au tableau numérique, c'est-à-dire des formations qui durent plus d'une semaine, qui durent 10 jours ou un peu plus, on a des enseignants qui font des choses intéressantes et qui améliorent les apprentissages